Voilà, donc on va commencer cette table ronde. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette fin de journée qu'on a conçue avec Christophe Drugy pour vraiment incarner finalement ce qu'est ce forum, c'est-à-dire la question des relations entre les archivistes et les généalogistes, après que finalement archivistes et généalogistes se soient exprimés et fait les présentations auxquelles vous avez pu assister depuis le début de la journée. Donc je vais très rapidement vous présenter les participants à la table ronde. Donc je vais commencer par Véronique Pisani, qui est au sein de l'équipe des archives départementales responsable de la sous-direction des publics, conservatrice en chef du patrimoine, et qui va vous parler des archives de la Gironde. Du coup, là, on va en parler aussi. Daniel Paulez, qui est archiviste à la ville, donc au service documentation et archives de l'Atteste de Buch, au port du bassin d'Arcachon. Henri Pinotto, qui est directeur des archives départementales de la Dordogne, récemment arrivé dans la région. Donc, on est très heureux que tu puisses être là avec nous aujourd'hui. Hervé Chassagnac, donc à la fois professionnel du digital et administrateur de bases de données pour l'association Mariage 33. Et ça fait partie donc des sujets qu'on va aborder. Et Anne-Catherine Balland, donc vous êtes présidente de l'association généalogique en Périgord Noir, donc une association très dynamique présente aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Non ? Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que ce qui est important, donc on va poser quelques questions à nos intervenants et puis surtout après donner la parole à la salle. Le forum était intitulé « Les relations archivistes-généalogistes des années 1980 aux années 2030 », donc une ambition chronologique certaine. Et la première question que nous avons envie de vous poser, et en particulier peut-être aux collègues archivistes, c'est quoi de neuf aujourd'hui dans les relations entre archivistes et généalogistes ? On sait que beaucoup de choses ont changé au cours des décennies passées. La mise en ligne, le développement de l'indexation collaborative, l'évolution en matière de réutilisation et notamment la gratuité, et que tout ça a effectivement aussi fait beaucoup évoluer les relations entre les généalogistes à titre individuel et les généalogistes réunis en association et les archivistes. Donc je pose cette question peut-être plutôt à mes collègues archivistes pour commencer. Qui veut intervenir ? Peut-être Henri ? Alors de façon très générale, quand cette question s'est posée, mon premier recul, ça a été de me dire que les généalogistes, il faut peut-être le rappeler, ne sont pour nous que, mettez beaucoup de guillemets, des usagers parmi d'autres de nos services. Et ils forment un public, certes nombreux et certes demandeurs, et très important, mais des usagers parmi d'autres qui, en tant que tels, n'ont pas de... Enfin, on ne fait pas de distinction entre les différentes demandes qui nous sont faites et entre les différents citoyens, parce qu'à la fin, on parle de ça, l'égalité d'accès à nos sources, aux sources dont nous avons la responsabilité. Donc, alors, il y a des généalogistes qui le comprennent très bien, d'autres un peu moins, mais j'aime bien me rappeler aux intéressés qu'ils ne sont pas seuls au monde. Je ne dis ça pour vraiment personne dans la salle, mais c'est quand même une problématique, je pense, partagée par pas mal d'homologues. Bref, ça c'est pour une vision très macro. Si on rentre un peu plus dans le détail, je crois qu'il y a quand même plusieurs types de publics de généalogistes qui se présentent à nous. D'abord les particuliers, qui peuvent être des amateurs complets, et là encore c'est pas péjoratif, qu'il faut beaucoup guider, prendre par la main, voire envoyer aux associations que vous représentez. On le fait sans scrupule en Dordogne parce qu'on a des très bons professionnels. Donc des personnes qui vont être plutôt là pour construire un squelette en fait, d'arbre généalogique qui n'iront pas forcément beaucoup plus loin que l'état civil. Ce qui est pas mal en soi. Il y a un autre public qui est celui des généalogistes professionnels, les généalogistes successoraux par exemple, qui eux sont extrêmement autonomes, qui représente un public à part, qui a son fonctionnement à lui, qui connaît bien les services et qui pose en général pas tellement de difficultés, mais qui peut être
qui peut apporter d'autres questionnements à nos pratiques. J'ai le souvenir d'un généalogiste qui me demandait pourquoi on ne collectait pas tel fonds qui était en attente de versement dans telle administration, et au hasard des services fiscaux qui, eux, avaient un peu de mal à communiquer librement des archives qui s'étaient tenus de communiquer par ailleurs. Mais donc ça aurait bien arrangé ces généalogistes-là que ces archives soient chez nous. Voilà. Bon, sauf que nous, ça ne nous arrangeait pas et que ça ne se faisait pas sur un claquement de doigts. Et puis, il y a le public que vous représentez, vous, aujourd'hui, composé d'associations qui, en général, envoient en salle d'archives des personnes expérimentées, douées d'une grande autonomie, qui savent ce qu'ils cherchent et qui vont présenter pour nous aussi le fait de un peu nous challenger, si je puis dire, en cherchant à apporter plus de corps aux généalogies qu'ils alimentent. Et on en a eu des très bons exemples aujourd'hui, donc en donnant un peu de la chair à la vie des personnes, entre ce qui s'est passé entre l'acte de naissance et l'acte de décès. Et ça nous pousse, nous aussi, à nous interroger sur des corpus qu'on pourrait davantage mettre en valeur ou tout simplement travailler pour les mettre à disposition de ce public qui en serait friand. Et on a beaucoup d'exemples en fait, autour de nous de services qui ont alimenté des très belles bases, parfois de façon collaborative, on en reparlera. Je pense à tous les projets sous la plateforme Gyrophare des archives nationales qui ont pris une grande ampleur ces dernières années, qui marchent extrêmement bien. Alors il faut dire qu'il y a du monde derrière pour suivre et pour corriger, homogénéiser, etc. les données. Mais ça donne des très très beaux corpus qui peuvent intéresser au premier chef votre population de public. L'état civil de la marine marchande, par exemple, très beau corpus. Il a été fait mention tout à l'heure de la base Léonore à plusieurs reprises. Très récemment, vous en avez peut-être eu l'écho, la grande chancellerie de la Légion d'honneur a mis en ligne toute une série de fichiers nominatifs de décorés, donc, qui concernent la Légion d'honneur, mais aussi la médaille militaire et même l'Ordre national du mérite. Et là, c'est une base de Léonore 3.0, super bien faite en plus. C'est un immense progrès dans lequel beaucoup de publics peuvent piocher allègrement. Donc voilà, on sent un renouvellement aussi pour nous professionnels des demandes et donc de l'intérêt de travailler certains corpus que jusque-là, on n'avait pas forcément interrogé ou pas forcément mis en lumière parce qu'il ne nous semblait pas correspondre à un besoin criant. Alors, moi, je ne vais pas introduire comme M. Pinotto. Je trouve que les archivistes et les généalogistes, leur complémentarité est manifeste. C'est un public usagé de longue date dans nos salles de lecture et je trouve que, voilà, avec les démonstrations qu'on a eues ce matin, les présentations, ils sont très dynamiques. Les associations sont très dynamiques, voire un peu plus en avance que nous au niveau recherche, je trouve, dans les bases de données, notamment celle de l'association de Bretagne qu'on a eue en démonstration ce matin. Nous, on a un partenariat assez ancien, effectivement, qui remonte aux années 80, qui est un partenariat assez informel. Je ne sais pas s'il y a nos habitués ici, donc des généalogistes amateurs qui dépouillent les actes notariés et qui contribuent à faire des fiches d'identification des notaires. Il y en a plus de 8000, je crois, faites, et qui depuis les années 80, donc ça fait 40 ans, si je ne me trompe pas, 45, voilà, et qui continuent. Donc ils viennent, pour certains, ils ont un jour spécifique et ils viennent en salle de lecture dépouiller pour faire ces fiches signalétiques des notaires, mais aussi pour dépouiller des actes notariés et aussi des dépouillements généalogiques. Donc, à l'occasion du forum, on a développé notre aide à la recherche. Donc, je voulais juste vous faire une petite... Voilà, juste vous montrer un petit peu ce qu'on a pour aider. Alors, certainement, vous connaissez déjà toutes les bases, mais pour nos généalogistes particuliers, voilà, on a développé cette aide à la recherche, Ma recherche généalogique,
où voilà, on oriente nos chercheurs, nos demandeurs, nos particuliers, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes de recherche généalogique, mais on n'a pas les moyens de faire toutes les recherches généalogiques, donc on oriente le lecteur, et souvent, dans nos courriers, nous leur proposons, nous les invitons à prendre contact avec les associations de généalogistes. Et donc, quand je débute ma recherche, voilà, donc ça, c'est vraiment par rapport à nos fonds. Et j'enrichis ma recherche, et c'est là où on va trouver donc ce dont je vous parlais, les dépouillements faits par nos généalogistes amateurs. Voilà, donc vous avez toutes ces fiches biographiques qui sont disponibles sur le site et qui sont enrichies à force, enfin à chaque fois que nous donnent les éléments. Et ici, les dépouillements d'actes notariés que vous pouvez trouver aussi sur le site. Et nous avons aussi... Pardon. Excusez-moi. Voilà, j'enrichis ma recherche. Ah, ça arrive. Et nous avons aussi mis les liens sur ce dont voilà, toutes les bases, les bases faites sur France Archives, les listes nominatives dont parlait M. Pinotto récente qui a été mise en ligne sur la Légion d'honneur, et une particularité, parce qu'on est très souvent sollicité sur les passeports, et donc il y a un site Visa en Bordelais avec qui on a collaboré et qui recense un petit peu tous les noms des départs du port de Bordeaux, les immigrants. Voilà ce que je voulais vous présenter, juste ça, voilà, sur notre site pour l'aide à la généalogie. Oui, moi je voudrais juste, en tant que représentant d'un petit service d'archives communales, mettre en avant en fait le travail que l'on fait en association avec un cercle généalogique sur la valorisation. Alors c'est vrai qu'au début de ma carrière sont arrivées effectivement des personnes qui faisaient les relevés, et ça nous a été utile parce qu'ils ont mis leurs bases à disposition avant même que nous ayons numérisé nos bases. Et c'est vrai que chaque recherche historique que nous menons dans nos cadres de nos expositions, des articles pour la revue municipale, c'est vrai qu'on commence par de la généalogie. D'autre part, je veux créditer une personne qui appartient au cercle généalogique et qui nous a en fait initiés au cadastre. On avait la ressource et on n'avait pas modalité de recherche. Or, effectivement, maintenant, très très systématiquement, on nous demande des recherches dans nos fonds d'autorisation d'urbanisme, mais également pour des ventes ou des modifications de maisons, s'il n'y a pas d'autorisation, de prouver que ce bâti existe avant même les autorisations d'urbanisme. Donc effectivement, on fréquente beaucoup le cadastre napoléonien, alors pas celui de 1809, mais celui de 1849, voilà. Donc dans le cadre des Journées du patrimoine, nous faisons depuis très longtemps des expositions. Et effectivement, en collaboration avec le cercle, il faut voir que les membres du cercle sont aussi des personnes qui font partie d'un territoire. Donc pour nous, ils sont très utiles au niveau des contacts, de la collecte d'archives privées, des renseignements, des indexations des photos. On a travaillé sur un patronage local qui était très très important et qui existe encore, enfin une société de gymnastique. On a travaillé sur les écoles et là on a initié depuis quelques années des histoires de quartier. Alors forcément les histoires de quartier, c'est aussi des histoires du bâti et des histoires de famille. Donc effectivement là on vient de faire récemment avec le cercle, avec Madame Martin, des ateliers généalogie cadastre dans le cadre d'une exposition
bilan c'était le bilan de toutes les fouilles archéologiques fait par Michel Jacques, donc c'était 3000 ans d'architecture. Et nous avons initié dans la lignée de notre travail sur des quartiers, sur le quartier du Moulin du Pré, qui est un tout petit quartier qui donne sur le port. Et effectivement, on a commencé un travail sur les moulins et les meuniers. Et je pense que le cercle va développer ça au niveau du Pays de Buch. On avait déjà fait ça sur les gens de mer. Et effectivement, l'association a fait ce travail de généalogie autour des ostréiculteurs sur l'ensemble du Pays de Buch. Donc, c'est des corpus qui sont très intéressants. Voilà. Et puis, au niveau de nos quartiers, on voulait matérialiser tout ce qui est voisinage, l'importance du voisinage. Et effectivement, là, un membre du cercle a essayé de faire toutes les connexions entre les personnes qui habitent ce quartier. Et Madame Marsin a eu le challenge de nous le matérialiser en arbre généalogique. Nous, on fait pas de la généalogie pure. On veut à chaque fois démontrer des choses. Par exemple, au niveau de l'endogamie, au niveau des... Voilà, quand on est meunier, on épouse... on est meunier de père en fils, on épouse on s'épouse entre meuniers. Donc, en fait, c'est vrai que ce travail de collaboration, pour nous, est très intéressant. Et ça nous permet aussi, je rebondis sur le travail sur 1870. C'est vrai que nous, on a fait un travail sur le centenaire. Il y a des bases de données sur les morts pour la France sur le Pays de Buch. Il y a eu sur les naufrages. Donc, on a fait ces bases de données aussi en collaboration. Donc voilà, c'était juste pour dire que en fait, cette collaboration nous permet aussi de rendre un meilleur service à la fois au public, mais aussi au niveau de mieux remplir nos missions. Là, j'ai donné l'exemple du cadastre, mais nos services sont en train d'informatiser tout ce qui est registre du cimetière et il y a des lacunes puisque dès qu'il y a eu transfert de l'ancien au nouveau, il n'y a pas eu de création de fichiers. Donc, en fait, la généalogie nous permet aussi de mieux renseigner ces fiches-là. Donc, c'est des petits exemples, mais voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir passer du coup à la deuxième question, peut-être, sur les bases de données. Oui. Ah, mais oui, tout à fait. Oui, allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis présidente de l'association Généalogie en Périgord noir, basée en Dordogne, à mi-chemin entre Sarlat et Périgueux. C'est une jeune association. On a créé un petit groupe au départ en 2017 qui s'est transformé en association. Et c'est le Père Noël qui nous l'a porté le 24 décembre 2021. Donc voilà, on est très jeunes. Et on travaille beaucoup sur... Alors nous, on n'a pas de base de données, on est en train de s'en créer une. Vous avez eu la conférence de Jean-Michel, notre expert. On a une grande chance de l'avoir au sein de notre association et on va le garder très précieusement. Donc n'essayez pas de nous le piquer. Donc voilà, on est en train de faire cette base de données sur les soldats 70 parce que je ne vais pas refaire ta conférence, j'en serais tout à fait incapable. Et donc on aura cette base de données qui, je crois, est très importante. Et grâce à ça... nous avons eu le privilège de signer une convention donc, entre notre association et les archives départementales, donc via le conseil départemental. On a signé ça, c'est quand même un beau jour, le 6 juin, avec M. Pinot. Eh oui, c'était le 6 juin, voilà. Donc on a eu le privilège d'être reçus très gentiment, parce qu'ils sont très sympas, Périgueux, comme ils sont très sympas à Bordeaux, mais je ne connaissais pas. Donc on a cette chance d'avoir cette convention. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui l'ont. Nous, on a cette chance qui nous permet de travailler notamment sur les soldats 70, mais on a d'autres projets. Je ne peux pas tout vous raconter, sinon il n'y aura plus rien à dire la prochaine fois. Voilà, donc je crois que c'est important pour nous, généalogistes. Alors nous, on est des simples généalogistes amateurs, hein, mais je crois qu'en France, on a la chance d'avoir les archives départementales de tous les départements qui sont très bien fournies. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et quand on parle de la France...
on est vraiment, en tant que Français, ça fait plaisir, hein, c'est vraiment cocorico, on a vraiment des archives qui sont très bien notées dans tous les pays. Les archives, la France, vous avez beaucoup d'archives. Voilà ce qu'on nous dit partout. Et je crois que c'est important qu'on puisse avoir des relations, d'excellentes relations avec les archives. Bon, nous, c'est Périgueux, hein, voilà. Mais pour ceux qui sont ici, c'est Bordeaux, etc. Et je crois que c'est très important pour nous, petits généalogistes, hein, j'ai envie de dire, d'avoir ces relations-là. Voilà. Alors, on va enchaîner sur le deuxième axe de cette table ronde et éventuellement, après avoir redonné la parole à ceux qui sont à mes côtés, on pourra donner la parole à des personnes, des responsables, qui sont des chercheurs qui sont dans la salle. La question qui se pose, vos interventions l'ont résumé, mais également l'exemple du Finistère le montre, c'est après avoir dépouillé, compilé, mis en ligne, j'allais dire, de part et d'autre, chez les professionnels comme chez les amateurs, des documents et des travaux qui les exploitent, donc sur l'état civil et les paroissiaux, les BMS. La question qui se pose, c'est que vont faire les associations de généalogie dans les années à venir? Sur quelles sources vont-elles travailler? Alors, l'exemple que vous avez montré, Madame Pisani, avec le notariat, moi, j'ai commencé un tour de France, donc j'ai commencé à faire le point aussi avec mes collègues sur les nouvelles sources qui sont exploitées. Non pas que le notariat apparaisse comme une nouveauté pour les généalogistes, mais j'allais dire le fait que des généalogistes systématiquement lisent des sources notariales, les dépouillent, les index, fassent des tables ou éditent de manière imprimée ou en ligne des recueils entiers dédiés au notariat, c'est courant, mais j'allais dire, ça n'est pas présent systématiquement dans tous les départements. Bon, donc c'est une idée, mais j'allais dire, c'est une idée qui est presque banale et qui est, à mon avis, une évidence pour les généalogistes. La question que je pose, moi, que je poserai dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir à mes collègues, c'est quelle autre source envisagez-vous de dépouiller systématiquement? Et je crois que chronologiquement, alors vous allez me dire, je fais les questions et les réponses, tant pis, j'ai commencé. Je crois que l'exemple qui nous a été présenté ce matin de la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la façon dont on peut mener une recherche sur des individus, soit de manière collective, soit de manière prosopographique, soit de manière individuelle sur des dossiers, sur des ancêtres, sur des proches, il me semble, et là c'est pas que le généalogiste amateur qui parle, c'est aussi l'enseignant, pour attirer des plus jeunes dans nos associations, il faudrait aussi, selon moi, travailler sur des périodes un peu plus récentes. Non pas qu'on doive abandonner l'ancien régime. Moi-même, je suis 18e-iste. Je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter de travailler sur le 16e, le 17e ou le 18e siècle. Mais pour les plus jeunes, ce matin, quelqu'un dans la salle est intervenu en parlant du STO, en disant « Oh, je vais poser une question taboue ». Et votre collègue a répondu « Ah bon, de quoi voulez-vous nous parler ?» Je voudrais poser une question sur le STO. Bon, le STO et bien d'autres sujets, pour nos jeunes, ce sont aussi des questions qui sont dans les programmes d'histoire. Et donc, moi, je pense qu'une des pistes, un des axes de travail pour les années à venir, ça peut être de mener des indexations, des recueils, des dépouillements sur des périodes plus récentes, sur des sources un peu plus inédites pour le généalogiste. Voilà. Finalement, je devais lancer une question et moi-même, j'ai commencé à apporter des réponses. Si quelqu'un veut réagir parmi vous ou dans la salle, je vous cède volontiers la parole. Il y avait la question des nouvelles sources, puis il y avait la question de comment on conserve et on transmet les bases déjà réalisées. Toutes ces bases, effectivement, parfois très, très importantes. On peut commencer sur la pérennité des bases de données, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Christophe, bonjour à tous.
Sur la pérennité, tout d'abord, je vais essayer de recentrer sur Mariage 33 pour donner cet exemple-là. Mariage 33, c'est une mutualisation de 21 associations, pour la plupart que vous connaissez, qui sont ici autour de nous. Ça représente environ 542 communes qui sont passées en termes de relevés. On n'est pas loin du 1,3 million, à peu près 1,3 million d'actes qui sont référencés. Pour répondre à ta question, comment on peut continuer à la pérennité de la donnée, en fait, il faut continuer à alimenter les sites, peu importe s'ils sont plus ou moins exotiques, peu importe la façon dont ils sont construits, mais il faut continuer à les alimenter. Je prends l'exemple de Mariage 33. Aujourd'hui, il va nous manquer quelques paroisses à Bordeaux qui sont toujours extrêmement difficiles d'accès en termes de documents, mais surtout dans l'état où ils sont. J'ai envie de rebondir un petit peu là-dessus. On en a déjà discuté avec Francis et avec d'autres. Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles remarquables et qui servent justement à pallier à cette problématique de perte de temps, de passer des heures, des jours et des semaines à essayer de décrypter des pattes de mouche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je pense notamment à cette intelligence belge qui est remarquable, qui s'appelle Transcribus, où effectivement vous pouvez scanner n'importe quel manuscrit et il va vous le ressortir en tableau Excel. Donc, ce qui permet d'avoir une rapidité de récupération de données qui est formidable. Et c'est peut-être justement grâce à ça qu'on va pouvoir continuer, par exemple je parle de Bordeaux et ses paroisses, de terminer d'ailleurs ce projet qui remonte, je crois que l'un des premiers mariages que l'on a, c'est 1558, me semble-t-il. Et ça va permettre effectivement de clôturer et de finir des projets grâce à ça. Donc en fait, le travail, il est simple, il faut continuer à exploiter les documents et les transformer le plus possible. Alors je parle pour moi en CSV, en Excel, qui nous permettent d'alimenter énormément de bases de données. Et je pense que la logique des choses, c'est de continuer, tout simplement. Et vous, Madame Balland, vous disiez que vous n'aviez pas de base de données, mais vous avez des idées... On a toujours des idées en Périgord. Toujours. Par rapport à ces nouvelles sources dont parlait Christophe Trugy. Après, nous, on a un autre projet aussi, en plus des soldats 70, mais on voudrait finir ce projet-là avant d'en attaquer un autre. Dans notre département, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a accueilli énormément d'Alsaciens. Et notamment, la préfecture de Strasbourg a été transférée sur Périgueux. De là sont venus, bien sûr, énormément d'Alsaciens. Beaucoup sont restés. On a 10 villages jumelés donc, avec l'Alsace. Et pendant cette période-là, il y a eu des décès, forcément, pas forcément dû à la guerre, mais il y a eu des décès. Et il y a un cimetière, le cimetière du Nord à Périgueux, où il reste 305 personnes dont l'identification n'est pas tout à fait faite. Et aux archives de Périgueux, et c'est surtout aux archives de Périgueux, je crois, de la ville de Périgueux, il y a des documents, donc on a commencé à s'y intéresser parce qu'on aimerait un petit peu essayer de retrouver un petit peu ces 305 personnes et bien sûr, comme on est des généalogistes, faire la généalogie et essayer de retrouver leur famille là-bas en Alsace. Voilà. C'est une demande aussi parce que la personne qui nous accueille une fois par mois donc pour nos réunions est alsacienne. Et le village à côté de chez nous, le canton, est jumelé donc avec Markholzheim. Et voilà, on a une élue de Markholzheim qui vit au Bug aujourd'hui. Et pour toutes ces personnes, on aimerait bien faire ce travail-là. Alors c'est un travail long, parce nous, on est une petite association, on est une 60aine, mais on est très motivés, très dynamique. Mais quand même, ça prend beaucoup de temps, parce que toutes ces recherches, il faut dépouiller, il faut analyser, ne pas faire de bêtises, ne pas se tromper. Et donc ça demande du temps. Donc nous, c'est notre prochain projet. Voilà. Ça serait très intéressant. Et en plus, vous pourriez l'élargir à un grand sud-ouest, parce qu'il y a beaucoup de jumelage dans les Landes. Je crois qu'on a un collègue des Landes qui est là, dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Enfin, Limoges aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de villages repliés dans tout le centre et l'ouest, le sud-ouest de la France. Donc ça pourrait être un sujet que la fédération élargirait à une aire géographique plus large. J'allais dire, la fédération est là pour valoriser les travaux de tous ses membres. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'on parle d'une association qui a une 60aine de membres et qui est capable d'organiser un forum sur 3 jours, qui est capable
mettre en place un moteur de recherche qui a une vocation nationale. Et puis ce matin, en fin de matinée, on a vu l'exemple d'une association qui a 5300 membres, qui est notre plus grosse association. Donc ça, là, moi, je trouve qu'il y a aussi un élément, j'allais dire, intéressant et positif pour nous, d'avoir des associations qui sont vraiment d'une grande diversité géographique, mais aussi en termes d'effectifs, en termes de ressources humaines, et les unes comme les autres sont capables de continuer à mener des recherches et de lancer des chantiers comme celui que tu viens d'évoquer. Après, je pourrais faire le lien entre vous deux, parce que c'est un peu le rôle de Madame Vatican et moi dans cette table ronde, finalement de vous écouter, de lancer la salle sur des sujets et peut-être de faire des liens entre les interventions. D'un côté, tu dis on est petit, on n'a qu'une 60aine de membres, et puis de l'autre, il y a quelques minutes, si j'ai bien écouté, ton voisin dit oui, mais avec les outils d'aujourd'hui, on peut aller plus vite. Alors moi qui suis historien, j'ai moins aimé la phrase disant qu'on perdait du temps, je ne sais pas comment tu l'as dit, hein, qu'on perdait du temps, on perdait des heures et des jours à dépouiller les archives. Mais non, mais c'est un bonheur de dépouiller les archives. Moi, si j'avais plus de temps, je reviendrais en archives pour travailler, non pas pour travailler vraiment et non pas pour animer des journées comme aujourd'hui. Mais c'est justement parce qu'il y a des nouveaux outils, il y a des bonnes volontés, il y a des nouvelles idées, que oui, le rôle de la fédération, c'est à un moment donné de dire « Ah ben, il y a des Alsaciens qui sont en demande, il y a des Périgourdins qui ont des Alsaciens, nous on est là pour valoriser, on peut aider ». On a aussi, il faut le rappeler, le soutien du ministère de la Culture. Et bon, là, on est complètement dans notre rôle de valorisation et d'accompagnement. Je m'interromps pour faire un petit sondage que je voulais faire ce matin et je n'ai pas pu parce qu'on a enchaîné les deux communications l'une derrière l'autre. Moi, je voulais savoir qui, parmi vous dans la salle, qui avait déjà travaillé sur les sources qui ont été présentées par vos deux collègues des archives de la Gironde. Est-ce que dans la salle, on a déjà travaillé sur ces fonds sur la Seconde Guerre mondiale ou pas du tout? C'était le petit sondage que j'avais envie de faire ce matin. Personne? Si? Oui. Bon. Il y a peut-être des gens qui sont partis aussi par rapport à ce matin. Aussi, oui, c'est possible. Bon. Peut-être donner la parole à la salle, les archivistes ou les généalogistes sur... Oui, Madame Pisani. Je me disais que c'était... Nous, on n'a pas encore fait d'indexation collaborative sur notre site parce qu'on n'a pas encore un module. On est lié à nos outils informatiques, mais on va bientôt la mettre en place, cette indexation collaborative, quand on aura mis en ligne notre nouvelle visionneuse. Et je me disais, là, avec les interventions de ce matin et notre conversation, qu'effectivement, ça serait intéressant qu'on puisse collaborer et peut-être sur ces nouvelles perspectives de sources généalogiques à dépouiller, d'avoir une collaboration plus étroite avec la fédération et les cercles généalogiques locaux. Il me semble que ça serait intéressant. Alors moi, j'aurais un commentaire. Claude Lefleuc, je suis adhérent au CGF, donc je suis très content d'avoir eu la présentation qui vous a, à mon avis, satisfait. Je suis breton, vivant à Bordeaux, donc j'utilise beaucoup le site de mon association sur le sujet, c'est vrai. Alors j'avais un commentaire un peu désobligeant, excusez-moi. Je m'adresse non pas aux responsables départementaux, mais au questionnement que beaucoup de généalogistes se posent, c'est l'utilisation des sites d'archives concernant l'état civil. Vous passez d'un département à un autre département, encore un troisième département, c'est jamais la même chose. C'est une confusion totale. Voilà. Donc, très honnêtement, si je voulais un changement, je voudrais une harmonisation, si possible, du visionnement des archives.
j'adore effectivement, moi aussi, me plonger dans les archives. Il y a certaines visionneuses qui sont d'une facilité déconcertante et on est capable de lire du latin facilement. Par contre, d'autres, c'est impossible. Donc, très honnêtement, s'il y avait une possibilité d'harmoniser ces départements, je sais, c'est très politique, c'est tout ça, mais enfin bon. Je peux répondre. C'est évidemment une question qu'on voit passer très fréquemment et partout dans le territoire. Comme m'avait dit mon illustre directrice avec qui je travaillais précédemment, il y a un principe en France qui s'appelle la libre administration des collectivités. Et depuis 1986, les archives départementales dépendent des conseils généraux puis départementaux qui font ce qu'ils veulent. Je rappelle aussi qu'il n'y a absolument aucune obligation de numériser ni de mettre en ligne. Aucune. Donc tout ça, ça coûte aux collectivités et c'est une offre de service qui pourrait ne pas exister. Donc la question de l'harmonisation peut s'entendre comme usagée, mais en tout cas, elle est totalement illusoire, même à long terme. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables de proposer des sites internet, très inégaux, ça je suis d'accord, même si dans l'ensemble, évidemment, les éditeurs ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Mais on ne peut que constater que l'hétérogénéité, elle durera tant qu'il y aura des conseils départementaux avec des archives départementales derrière. C'est absolument... c'est structurel, si vous voulez. Ce n'est pas politique, c'est administratif. Regrettable. Je comprends que ça existe. On va très loin dans mais c'est regrettable qu'il n'y ait pas une réflexion de tous les acteurs, en l'occurrence vous comme acteurs, qu'il y ait au moins une recherche d'harmonisation sur la partie vision. Parce qu'il y a le côté image, et puis après, il y a la base de données, le traitement, ça peut être fait différemment. Mais très honnêtement, moi, je suis citoyen, je paye des impôts, vous dites que ce n'était pas obligé. Aujourd'hui, on est dans une ère numérique où tout passe en numérique, on nous impose le numérique, et vous répondez « Ah oui, mais ça, c'était peut-être pas nécessaire, n'est pas obligatoire ». C'est quand même difficile à entendre aujourd'hui, en 2025. Les impôts que vous payez ne vont jamais au département. Si, ils vont à tout le monde. Non. Ah, non, si. si, arrêtez. Je voudrais juste te dire qu'il y a quand même un outil, qui a été développé par le ministère de la Culture qui s'appelle France Archives. Qui est un portail qui, effectivement, ensuite pointe vers chacun de nos sites internet et qu'il y a de plus en plus de choses sur France Archives. Il y en a même énormément maintenant, puisque je crois qu'il y a quasiment tous les départements qui sont moissonnés sur ce portail. Donc ça permet de faire une recherche fédérée sur des sujets divers et variés, et pas que l'état civil. Ensuite, sur les visionneuses, il y a un nouveau standard qui est en train de se mettre en place, le 3IF, qui petit à petit va se déployer. Mais effectivement, comme l'ont dit mes collègues, les départements ils sont soumis au Code des marchés publics. Donc chaque développement de site internet, chaque développement informatique, c'est un marché public qui doit respecter les règles de la concurrence. Voilà, c'est très important. On est surveillé d'ailleurs à ce sujet-là. Et donc qui aboutit à des choix qui peuvent être différents, effectivement, en fonction des budgets, en fonction des départements, en fonction des choix techniques, des cahiers des charges que l'on fait. Après, je vais être aussi un petit peu impertinente, mais je pense que cette variété de nos sites internet contribue aussi à donner du piquant à la recherche, à éviter la monotonie, et voilà, parce que parfois, quand tout est harmonisé, c'est un petit peu ennuyeux, voilà. Et donc, je trouve que nos sites internet, ils ont ce goût, cette saveur, de chacun de nos territoires, et je trouve que ça fait partie, de l'intérêt et de la recherche. À défaut de voyager matériellement, comme le faisaient les généalogistes il y a 20 ou 30 ans, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé, où les généalogistes se déplaçaient, même parfois en camping-car, enfin voilà, on avait un tourisme généalogique. Aujourd'hui, ce tourisme effectivement est plus numérique, et au moins nos sites internet avec leurs identités permettent de donner un petit peu d'exotisme à la recherche. Voilà, je pense qu'on peut passer à une autre question. Ça sert à rien sans micro, en fait. Voilà.
On va peut-être. Il y avait une autre question peut-être avant, non? En haut. Simplement pour vous dire, madame, qu'il y a quelques années, il y avait des sites dont l'accueil était facile, enfin, je veux dire, le fonctionnement était facile. Ils ont changé et qui sont devenus pas très performants. Merci, madame. Donc, il y avait une question derrière, je crois. Oui, bonjour. Lézino Jean-Michel, secrétaire du cercle Gingique de Saintonge à Saintes. En complément de la question qui a été posée tout à l'heure concernant l'harmonisation de certaines procédures pour les AD, avec tous les exemples qu'on nous a donnés concernant des bases de données qui sont faites, des mutualisations qui sont faites avec certaines archives départementales et certaines associations généalogiques, pourquoi ne fait-on pas ça sur toute la France, sur le territoire? Donc c'est peut-être une initiative personnelle, peut-être, je ne sais pas, de certaines responsables de services dans les AD, mais ça pourrait être fait au niveau national. Ça concerne les relations archivistes-généalogistes. J'avais une deuxième remarque concernant nos nouveaux relevés. On a déjà commencé à faire les relevés des contrats de mariage chez les notaires. C'est peut-être pas encore fait au niveau national, mais c'est une bonne avancée. Et je pense que dans les besoins à venir, outre la généalogie successorale, la généalogie familiale et la généalogie foncière, je pense qu'il va nous demander de plus en plus d'informations de nos adhérents. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une autre question? On va passer à peut-être. Oui. Ben non, mais on voulait dire quelques mots sur l'IA, peut-être. Très rapidement parler. Voilà. Même si on est presque au bout de notre temps. Est-ce que quelqu'un, oui, voilà, peut-être veut parler de l'IA? Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. On s'était posé la question, voilà, de l'IA, force ou menace. Donc vous avez l'air de dire que en fait c'est plutôt au bénéfice des généalogistes. C'est au bénéfice pas que des généalogistes, au bénéfice de tout le monde, de n'importe quel utilisateur, de n'importe quel usager. Moi je suis plutôt spécialiste ChatGPT Mistral, mais je vois ce que peut apporter dans le quotidien n'importe quelle personne, n'importe qui d'entre nous ici, c'est remarquable. J'ai essayé de répondre un petit peu par rapport à ce que tu disais, Christophe. C'était plutôt dans les outils aujourd'hui qui sont disponibles et que j'ai pu recenser dans les différentes démarches que j'ai dans la gestion des contenus pour le site de la Fédération française. L'avancée est complètement folle. Ce dont on pourra parler aujourd'hui n'aura plus de sens dans peut-être 15 jours, 3 semaines ou un mois, tellement la vitesse est fabuleuse. Mais il y a quand même des outils qui sont quand même bien implantés. Je parlais tout à l'heure de Transcribrus, qui est complètement... qui est la seule apparemment en Belgique. On n'a pas ça en France, toujours pas. Ça pourra peut-être venir. Mais la problématique des IA, c'est que de toute façon, et quoi qu'il arrive, on est sur un schéma payant. Donc quand on est par exemple sur un site remarquable comme le site de la BNF, qui a une visionneuse absolument incroyable, ils sont quand même aussi dans une démarche, eux, d'IA, mais non pas de... c'est plutôt une IA collaborative, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plutôt l'indexation qui va privilégier ces gros sites, en fait. La problématique, c'est que l'IA, tout dépend de l'utilité que l'on veut en faire, mais l'IA aujourd'hui va apporter un plus pour ces fameux permaliens dont on a tous un problème sur à peu près tous les sites que je peux rencontrer, tous les sites d'associations, c'est la perte des données et le problème de la fameuse page 404, on perd la data et on ne sait plus où elle est. L'IA va apporter peut-être une force et une puissance, c'est de pouvoir générer une indexation qui va arrêter de perdre ces documents. Et c'est bien ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut continuer à les produire, ces documents, et à les numériser pour pouvoir les conserver coûte que coûte. Donc là-dessus, on va avoir effectivement des outils puissants qui vont permettre d'apporter un confort, je pense, pour la pérennité de la data, puisque peu importe l'association, c'est le travail qu'elle a fait et le résultat qu'elle propose aux usagers qui va faire en sorte que les données vont pouvoir être pérennes dans le temps. Merci beaucoup. Je voulais juste signaler le projet du ministère de la Culture, SOCFACE,
d'ossérisation de l'ensemble des recensements de population français de 1820 à 1936, je crois. 1936. Oui, pardon, 1836-1936, c'est ça, sur 100 ans. Donc c'est un gros projet qui a bénéficié de financements au titre de, je ne sais plus, c'est le plan de relance, enfin voilà, il y a eu des gros financements derrière ça, et on attend beaucoup de ces résultats, puisque vous allez pouvoir suivre une personne au gré de ses déplacements, de recensement en recensement, et on sait que souvent ça bloque les généalogistes de pouvoir retrouver où une personne a déménagé dans le courant de sa vie, et où est-ce qu'elle est décédée, etc. Donc on sait que c'est quelque chose qui va... Voilà. Donc les données de la Gironde en particulier sont dedans, mais j'imagine que celles du Périgord, de la Dordogne aussi. Voilà. Et donc ça va être des ressources nominatives pour les généalogistes absolument extraordinaires quand elles seront disponibles. Mais on nous dit que le projet avance. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour prendre un autre exemple, voilà, il est parti. A été prononcé le mot de généalogie foncière, et ça fait partie des points que j'aurais bien aimé aborder et discuter, parce que le jour où, notamment grâce à une IA, parce que c'est quand même la meilleure façon d'avancer là-dessus, le jour où on pourra dépouiller l'ensemble des matrices cadastrales pour faire des généalogies foncières en 3 clics, parce que ce sont quand même des recherches très fastidieuses, très compliquées, et même le personnel régulièrement coince un peu dessus. Là, il y a des immenses progrès, à la fois pour le bénéfice du public, mais même en temps de travail pour les agents du service public. Donc là, moi, je partage votre vision sur l'IA. Je pense qu'il y a des vraies très belles perspectives à avoir dans les années qui viennent. Oui, donc je suis Jean-Michel Lefloc de l'association Généalogie en Périgord noir. Ce qui me chagrine avec l'IA, c'est qu'on donne de la matière aux IA étrangères. Donc, on se fait bananer sur tous les projets. On a la source, on a les ressources, on a les idées, on n'a pas le matériel, quoi. Donc, de donner les matrices foncières à des IA étrangères, c'est donner une mine d'or à des personnes qui nous feront payer très cher les informations qu'on est en train de dépouiller, quoi. Donc, on a parlé de ChatGPT, c'est américain. On parle de Mistral, c'est français, mais on est à des années-lumière derrière les Américains. Donc, il faut bien faire attention quand on fait un choix d'IA, pour pas que ça soit derrière nous. On parle de Transcrisbus, ça a bénéficié d'une ANR au CNRS pour travailler sur de l'IA. On fait travailler les Belges, on ne fait pas travailler nos informations, quoi. Donc, il faut bien faire attention là-dessus, quoi. Oui, je rappelle que les données généalogiques, notamment les microfilms de l'état civil, sont depuis très longtemps à Salt Lake City et numérisés par Ancestry. Donc je pense qu'il y a déjà tout un tas de données en fait, qui nous ont échappé depuis plusieurs décennies, et que l'IA, ça s'inscrit dans une continuité, mais pas forcément quelque chose qui va beaucoup changer la donne. Et puis dès lors que vous exposez quelque chose sur Internet, et tout ce qu'on met en ligne, c'est le cas, vous vous exposez à ce que ces contenus soient réutilisés. La réutilisation aujourd'hui, elle est de droit et elle est gratuite. Donc toutes les sources que nous numérisons et que nous mettons en ligne, elles sont d'ores et déjà disponibles pour toutes les IA du monde. Voilà, et peu importe que ça soit des Français, voilà, la loi sur la réutilisation, elle ne fait pas de distinguo entre des réutilisateurs nationaux ou étrangers. Mais bon, vous avez raison de dire que c'est des questions qui se posent, évidemment. Tout le monde a des réflexions sur la question éthique, peut-être, de l'IA et de son utilisation, notamment sur les données à caractère personnel, parce que les données à caractère personnel, elles embarquent d'autres enjeux, peut-être que les matrices cadastrales ou enfin des données plus, territoriales, patrimoniales. Voilà, on parle bien des personnes, de leur filiation, et la généalogie, il y a des enjeux aussi très, très importants derrière tout ça. On a, je crois, écoulé le temps de notre table ronde.
cher Christophe Drugy. Donc, moi, je voulais vraiment remercier tous nos intervenants de s'être prêtés à ce jeu autour de ces quelques questions, voilà, que nous leur avons suggérées assez récemment, il faut le dire. Donc, merci beaucoup d'avoir préparé vos réponses. On espère en tout cas que ça aura permis d'illustrer des relations, de bonnes relations entre les archivistes et les généalogistes. Si je compare avec le début de ma carrière, je pense que ce type de rencontre aurait été plus difficile à organiser il y a peut-être une trentaine d'années. Donc c'est bien la preuve que les chances évoluent et évoluent dans un très bon sens, je trouve, de l'apaisement, de la cordialité et de relations surtout très constructives et d'enrichissement mutuel. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire en conclusion. Merci Madame la Directrice. Alors moi, en conclusion, je vais former 4 vœux, dont un que je viens d'improviser suite à vos échanges. Jean-Michel, tu as opposé les... Enfin, oui, tu as mis en évidence l'opposition entre les systèmes américains, voire belges, qui sont très puissants, et les systèmes français qui ne le sont pas assez, qui ne sont pas au niveau. Donc moi, je vais faire le pari d'un Mistral qui soit gagnant. C'était facile, voilà. C'était mon premier vœu, de gagner en puissance et d'avoir des systèmes français qui puissent rivaliser avec des systèmes étrangers. Et puis derrière, d'avoir des services d'archives qui continuent à nous proposer, j'allais dire, des belles archives en distanciel, mais aussi sur place, puisque ce midi, j'ai été pris gentiment à partie par une bénévole qui m'a dit « Monsieur Drugy, moi je voudrais faire passer un message, c'est qu'il faut continuer à aller en archives, il faut continuer à aller travailler sur place dans les salles de lecture. » Mais j'ai dit « Mais je ne prends pas du tout ça comme entre guillemets une agression, parce qu'elle s'est presque excusée de me dire ça comme ça en aparté. » Donc là, j'allais dire, j'invente un 5e vœu, mais du coup, je mets du temps à conclure, de continuer à venir en salle de lecture aussi pour travailler et pour consulter nos belles archives. Donc, un vœu plus personnel, c'est un jour de venir en Gironde, à la fois aux archives de Bordeaux Métropole et aux archives départementales, pour m'occuper un peu de mes ancêtres. Mais ça, j'allais dire, peut-être qu'il faudra attendre 10, 15 ou 20 ans, selon l'âge de départ en retraite, pour que je puisse venir m'occuper de mes ancêtres. Un avant-dernier vœu, c'est naturellement de revenir à Bordeaux, en Gironde, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, comme je l'ai dit ce matin, en déclinant toutes les strates du millefeuille administratif, de revenir à la rencontre des associations généalogiques, fédérées ou pas fédérées, parce que nous sommes une association reconnue d'utilité publique, et quand on est reconnu d'utilité publique, on ne s'adresse pas seulement à ses membres, j'allais dire, on s'adresse à tous ceux, toutes celles qui font de la généalogie en tant que bénévoles. Et puis mon dernier vœu, Madame la Directrice, que j'accompagne de remerciements, c'est de refaire des forums comme celui-ci. Sous ce format, c'était une première. On a déjà fait des forums nationaux, on en fera d'autres. L'année prochaine, on fera sûrement un forum plus spécialisé qui aura lieu aux Archives nationales et qui sera dédié au thème de la généalogie à l'école et de la généalogie avec les jeunes, qui est un vaste sujet, mais qui est un sujet indispensable à aborder. Et donc, mon dernier vœu, c'était tout simplement de pouvoir à nouveau organiser avec les services d'archives départementales, avec les services d'archives municipales, une journée telle que celle-ci, en vous renouvelant donc mes remerciements aux services, au département et aussi aux bénévoles qui ont porté non pas le maillot jaune, mais le maillot vert. Donc je remercie aussi tous ces bénévoles. Merci à vous et puis bonne fin de journée, bon week-end. Voilà.